Si vous permettez, je voudrais tout d'abord remercier vivement les organisateurs, en particulier mon ami le professeur Aziz Bosfeha, Leila Jedden et tous les organisateurs, tout ce groupe qui nous a émerveillés durant ces 4 jours pour l'invitation. Alors, on m'a demandé donc de parler des oligo-éléments et la réponse immune. J'avertis toute la salle que je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine, mais Aziz a insisté pour que je fasse un tout petit peu le point sur ces oligo-éléments. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pour ce faire, donc, voici le plan que nous allons suivre. Je vais essayer de rappeler pour les plus jeunes parmi nous qu'est-ce que c'est que ces oligo-éléments. Puis, je vais passer au vif du sujet. On a choisi parmi ces oligo-éléments le fer et le zinc, et donc je vais parler de ces 2 oligo-éléments. Alors, les oligo-éléments, ce sont des substances inorganiques, sans valeur énergétique aucune. Ils ne sont pas synthétisés par notre organisme, donc ils doivent être obligatoirement apportés par l'alimentation. Ils sont en quantité, comme vous voyez, infime, mais ô combien indispensables, puisqu'ils agissent dans la plupart des systèmes enzymatiques, des métabolismes, de la construction cellulaire, et même ils équilibrent les niveaux de la toxicité, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, il est classique de distinguer les oligo-éléments dits essentiels, probablement essentiels et non essentiels. Les oligo-éléments essentiels, on les appelle comme ça parce que leur carence va induire un trouble fonctionnel et que lorsqu'on apporte cet oligo-élément, on peut soit prévenir ce trouble fonctionnel, soit s'il est là, on peut les guérir. C'est la raison pour laquelle on les appelle essentiels. Il est classique aussi de distinguer les traces éléments ou oligo-éléments fer, zinc et cuivre, et les ultra-traces sont encore de plus faible quantité, tels que l'iode et le sélénium essentiellement. Les déficits les plus courants parmi ces oligo-éléments concernent le fer, le zinc, le sélénium, le cuivre et l'iode. Alors, il existe aussi des situations de surcharge en ces éléments. Les plus connus, c'est la surcharge en fer, c'est l'hémochromatose, et le cuivre, la maladie de Wilson. Les oligo-éléments probablement essentiels, là, il y a un faible risque tout de même de carence. Dans tous les cas, il n'est jamais prouvé. L'exemple, c'est le manganèse, le sélénium, et les oligo-éléments non essentiels, il n'y a pas décrit de carence là-dessus, tels que le mercure, l'argent, etc. Alors, chose importante, ces oligo-éléments dans notre organisme, ils n'apparaissent presque jamais à l'état libre. S'ils apparaissent sous forme libre, sous forme ionique, ils créent des catastrophes. Donc, jamais à l'état libre, ils sont absorbés, transportés, mis en réserve et agissent toujours liés à une protéine, on les appelle pour ces raisons des métalloprotéines. Ils agissent comme cofacteurs d'enzymes, donc ils sont absolument indispensables à l'activité de cette enzyme-là. Parfois même, ils ont un rôle dans la structure même de la molécule. C'est l'exemple de l'iode dans les hormones thyroïdiennes, c'est l'exemple du zinc dans les protéines dites à doigt de zinc et la régulation génétique. Alors, dans notre organisme, si vous voulez, c'est le fer, le zinc, le cuivre et le sélénium qui sont particulièrement impliqués dans les défenses de l'autre, dans le système immunitaire. Leur rôle s'exerce à la fois, comme on va le voir, sur l'immunité innée et l'immunité adaptative. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur carence augmente la susceptibilité à l'infection et que aussi les infections aggravent leur carence. Il faut penser à l'hôpital notamment, les sujets qui ont des infections graves peuvent avoir des carences en ces oligo-éléments. Et enfin, ces oligo-éléments, ils neutralisent les dommages potentiels entraînés par les radicaux libres d'oxygène, les espèces réactives d'oxygène. Commençons tout d'abord par le fer. Alors, le fer, c'est le métal le plus abondant dans notre organisme.
il est absolument indispensable à toute forme de vie. Les êtres unis ou pluricellulaires, il est indispensable. Il est indispensable parce que vous voyez ici le nombre de fonctions dans lesquelles il participe. Production d'énergie, synthèse d'ADN, prolifération cellulaire, la réponse immune, etc., etc. Il est indispensable à toute forme de vie, mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'état libre, à l'état ionique, il va réagir avec l'oxygène pour catalyser la production de radicaux libres d'oxygène qui ont des effets délétères sur nos cellules. Ces radicaux libres peuvent occasionner beaucoup de dégâts, une peroxydation des lipides, une perte de potentiel de la membrane mitochondriale, une augmentation de la fragilité lysosomiale, une apoptose, etc. Fort heureusement qu'il y a deux systèmes antiradicalaires. Le premier, c'est le superoxyde dismutase qui va transformer cet ion superoxyde en 2 mois en H2O2. Cependant, cet H2O2 lui-même, il n'est pas tout à fait stable. Il a fallu le transformer en eau, en H2O, et c'est grâce au deuxième système antiradicalaire qui est représenté par la glutathion peroxydase. Il faut dire que si ces deux systèmes antiradicalaires fonctionnent bien en harmonie, le danger potentiel de ces radicaux libres, il est totalement écarté. Alors, un adulte normal possède quelques 3 à 4 grammes de fer. 70% sont liés à l'hémoglobine, au niveau des globules rouges et au niveau de la moelle, ce qu'on appelle érythron. Lors de l'hémolyse physiologique des globules rouges vieillis, sénescents, on libère quelques 20 à 30 mg par jour de fer. Ce fer il est capté par les macrophages systémiques, puis il va se lier dans le sang à la transférine pour rejoindre de nouveau la moelle. Donc, c'est un cercle comme ça, et le fer, sa grande caractéristique, il est tout le temps recyclé. À l'état normal, les parenchymes, notamment le foie, participent très peu. Ils participent avec quelques 2 à 3 mg de fer. L'absorption intestinale ne concerne que 1 à 2 mg de fer par jour parmi 10 à 20 mg que nous ingérons. Et les pertes essentiellement digestives, cutanées, sont aux alentours aussi de 1 à 2 mg. À l'état normal, le fer, la balance de fer, est ainsi équilibrée. Mais cet équilibre, il est extrêmement fragile. Il est extrêmement fragile et il peut être rompu grâce ou dans les situations de manque d'apport, de déperdition, d'augmentation des besoins, etc. Dans un premier temps, notre organisme va lutter contre cela dans une première étape en faisant augmenter l'absorption intestinale. Si c'est insuffisant, il va mobiliser ses réserves, notamment au niveau du foie. Et si c'est insuffisant, on va faire donc une carence en fer qui va se traduire par une anémie ferriprive, mais chose importante aussi, par une diminution de la performance intellectuelle et en ce qui nous intéresse aujourd'hui, une diminution de la résistance aux infections. Voyons un tout petit peu comment l'absorption se passe de fer. Le fer apporté par nos aliments sous 2 formes, le fer dit hyménique associé à la viande, il va passer avec l'hème directement. Il va se retrouver à l'intérieur de l'entérocyte. Par contre, le fer végétal, qui est très mal absorbé, à peine à 5%, ce fer, il est d'abord doit être réduit, ensuite, il est en ionique, Fe2+, il doit absolument se lier à ce transporteur qui est le DMT, le diméthyle transporter. Ces 2 fers vont se retrouver à l'intérieur donc de l'entérocyte, soit ils vont servir les besoins de l'entérocyte, soit ils vont être stockés pour le surplus au niveau de cette molécule, la ferritine, mais la majeure partie va traverser l'entérocyte, quitter cet entérocyte pour aller dans le sang via une protéine extrêmement importante qu'on appelle la ferroportine. Une fois qu'il est dans le sang, il va s'associer à la transférine et direction principale, c'est la moelle. La moelle, il y a un récepteur qui les attend, c'est le récepteur de ce couple, fer-transférine, et puis à l'intérieur même donc, de cet érythroblaste, les mêmes transformations. Il va être réduit, transporté grâce au DMT1 essentiellement, et puis direction
c'est la mitochondrie où il va servir pour l'hématopoïèse, pour la synthèse de l'hème, mais aussi la mitochondrie, c'est le centre d'énergie pour les clusters fer-soufre, et le surplus, kiff, il est utilisé, il va être stocké dans la molécule de ferritine. En ce qui nous concerne le plus, les défenses de l'hôte. Il faut dire que ce sujet est très compliqué, il est très complexe. Il est difficile à démontrer parfois certains aspects. Mais l'on sait que, au niveau de l'immunité innée, par exemple, le fer est nécessaire à l'activité de la myéloperoxydase, laquelle myéloperoxydase est impliquée dans le processus de destruction du germe lui-même à l'intérieur du polynucléaire. Au niveau de l'immunité cellulaire et humorale, là aussi l'on sait que le fer intervient à ce niveau-là et d'une manière générale, les conséquences d'une carence en fer vont entraîner une altération des proliférations de lymphocytes B et donc de leur fonction, donc de la production d'anticorps, mais aussi des altérations des fonctions des lymphocytes T et que ces anomalies fonctionnelles sont corrigibles avec l'adjonction de fer et que l'on a constaté aussi une certaine diminution de la morbidité par supplémentation de fer chez les enfants qui sont carencés en fer, donc de statut socio-économique faible. Mais il faut faire très attention parce que l'utilisation aveugle de suppléments de fer dans les pays en développement a pu augmenter la morbidité et même la mortalité liée à beaucoup de maladies dans ces pays, le paludisme, les maladies diarrhéiques et la tuberculose. Donc pas d'excès d'apport. Et l'on sait déjà en clinique que l'hémochromatose, qui est une surcharge en fer, est associée à un risque plus important de développer des infections. Si l'on voit pourquoi, vous savez que l'hepcidine est l'hormone par excellence de régulation du fer, elle va agir sur cette fameuse ferroportine et l'objectif, empêcher le germe d'avoir le fer. Comment va-t-elle l'empêcher? D'abord en agissant sur l'entérocyte, pas d'absorption, donc pas de diversion de fer dans le sang. Au niveau de macrophages, pas de recyclage, le fer ne doit pas sortir pour aller dans le sang. Et au niveau de l'hépatocyte, là aussi, pas de sortie de fer de l'hépatocyte pour aller dans le sang. Donc, il y a une hypocédiélémie. Et donc, en quelque sorte, c'est pour priver ces micro-organismes d'avoir le fer qui est indispensable pour leur métabolisme et pour leur croissance. D'une manière générale, l'on sait que, à la fois, l'anémie, l'hypoxie et la carence en fer vont déprimer la synthèse de cette hepcidine, objectif augmenter le fer. Et dans les situations d'inflammation, d'infection, d'excès de fer, dans ces situations, on va avoir tout à fait l'effet inverse. Un mot sur les interactions du fer avec le microbiote intestinal. Je vous ai dit que le fer apporté pour notre alimentation, et dans ces supplémentations de fer faites abusivement, ce fer en surplus, je rappelle tout juste pour dire que ce microbiote, vous le connaissez mieux que moi, c'est 100 milliards de bactéries, c'est 30 fois plus de gènes que le génome humain, et qu'il est extrêmement important parce qu'il participe à un tas de fonctions, dont le développement et la maturation du système immunitaire. Donc, lorsqu'on va apporter plus de fer, et le fer, donc, ce qui se trouve en surplus, puisque nous absorbons finalement que dans 5 à 25% au maximum de fer. Tout le reste de fer, c'est-à-dire les 75 à 95% de fer, il va continuer son chemin, arriver au niveau du côlon et perturber ce microbiote. Perturber ce microbiote en agissant essentiellement sur les bactéries qui sont bénéfiques et il va apporter de l'énergie en quelque sorte à ces bactéries pathogènes. Donc il y a un déséquilibre en quelque sorte de ce microbiote intestinal. Alors la carence en fer chez l'enfant, vous savez, dans notre Afrique, l'extrême prévalence de l'anémie, vous voyez par exemple au Burkina Faso, jusqu'à 81% ces anémies chez l'enfant de moins de 5 ans, et l'on sait que
la cause principale de ces anémies, c'est la carence en fer. En Tunisie, en tout cas, les 3/4 de ces anémies sont liées à une carence en fer et que la cause principale, c'est un défaut d'apport de fer. Donc, quelles sont les conséquences possibles de la carence en fer chez l'enfant? Bien sûr, c'est l'anémie, mais aussi lorsque cette carence se prolonge dans le temps, lorsqu'elle s'approfondit, il y a une susceptibilité accrue aux infections. Ce ne sont pas certes des infections graves, mais il y a des infections, notamment respiratoires, qui vont se répéter, qui peuvent être même révélatrices de l'anémie. La croissance, lorsque cet état de carence se prolonge, elle est aussi perturbée et surtout assez souvent, on se trouve dans un état de multicarence, pas uniquement la carence en fer, des anomalies de développement cognitif parce que le fer est important pour le développement donc, de la neurogénèse, des synapses, etc. Donc des anomalies de développement cognitif et enfin des troubles du comportement. Alors, comment traiter? Tout d'abord, à mon sens, c'est la correction des erreurs diététiques, on en parlera tout à l'heure dans la discussion, qui sont presque toujours là. Deuxièmement, on va apporter du fer. Il y a énormément de préparations de fer. Dans les plus récentes, on va chelater le fer ou on va le mettre dans une capsule pour qu'il soit mieux absorbé. Et que classiquement, ce qui est dans tous les livres, si vous voulez, on donne, à mon sens, de fortes doses de fer. De fortes doses de fer, pendant longtemps, oui, parce qu'il faut reconstituer le stock, mais je pense que ces doses sont excessives. Et ceci a été démontré par le fait que si nous utilisons des doses beaucoup plus faibles, et même 1 ou 2 fois par semaine, ça a été démontré, vous avez les références là, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte, c'est largement suffisant pour corriger une carence en fer et éviter ces anomalies liées à l'excès de fer, notamment en perturbant notre microbiote intestinal. Je passe au deuxième donc oligo-élément, le zinc. Le zinc, lui aussi, il participe, comme vous le voyez, à un gros nombre de fonctions dans notre système immunitaire. Un adulte possède à peu près 2 à 3 grammes de zinc, et ce zinc, il est apporté exclusivement par l'alimentation. Ce sont surtout les fruits de mer qui apportent le plus, mais aussi la viande, mais aussi les graines, les légumineuses peuvent apporter donc du zinc qui se trouve principalement au niveau du muscle, mais on note aussi de bonnes concentrations au niveau des yeux, des cheveux, de l'os, des gonades. Et que, tenez-vous bien, au niveau du sang, on trouve une très faible quantité. Donc le zinc, il est essentiellement intracellulaire. Le pool donc, qui circule, il est très faible et ceci rend difficile le diagnostic du déficit en zinc parce que sinon il faut aller vers les tissus en quelque sorte pour prouver réellement un déficit en zinc. Alors, ce zinc apporté par l'alimentation, il est absorbé via une protéine. En fait, on distingue, comme vous le voyez ici, 2 classes de transporteurs. La ZIP essentiellement, ou les ZIP, ils ont une dizaine. Et celles-là, ils sont spécialisées dans le transport du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, de l'extérieur vers l'intérieur, y compris du sang vers la cellule. Et le deuxième groupe, c'est du cytoplasme vers ces organites, en quelque sorte, et puis aussi vers le milieu extérieur en excrétion ou bien dans le sang. En fait, on distingue 3 principaux pools de zinc. Le premier, c'est celui qui est stocké, comme vous le voyez dans ces vésicules. Le deuxième, ce zinc intracitoplasmique, nous pensons qu'il est essentiellement lié à une protéine, comme je l'ai dit, à l'état libre, il est mauvais. Et enfin, surtout, lié à ces protéines dans les métallothionéines qui sont extrêmement importants, notamment pour réguler le niveau intracellulaire du zinc et du cuivre, et leur métabolisme zinc et cuivre, il est intimement lié. L'excès de l'un fait le défaut de l'autre et vice-versa. Alors, sur le plan de la réponse immune, comme vous le voyez, le zinc intervient au niveau de l'immunité innée, au niveau de l'immunité immorale. Ceci n'est pas étonnant, il est associé à près de 2800 protéines, intervient dans tous les métabolismes, dans le système immunitaire.
On sait qu'au niveau de l'immunité innée, par exemple, donc, il agit au niveau de la NADPH oxydase. Mais je vous ai dit tout à l'heure aussi, dans ces systèmes antiradiculaires représentés par la superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase. Au niveau des cellules NK, on sait que la carence réduit le nombre de ces cellules NK, mais aussi modifie leur fonction. Et donc, comprenez ici, infection virale. Le zinc, on sait aussi qu'il est un élément structurel important de la thymuline qui est produite par les cellules épithéliales du thymus, laquelle thymuline va permettre la maturation de nos thymocytes. Donc, la carence en zinc, il n'est pas étonnant qu'elle peut entraîner une atrophie thymique, c'est surtout l'animal, et elle va entraîner une diminution de la capacité de prolifération des lymphocytes et de production de cytokines, mais aussi une diminution des lymphocytes T. Elle perd avec une diminution de la production de cytokines médiées par les TH1. Au niveau de l'immunité hémorale aussi, une diminution de la maturation des B et de leur fonction. Alors, il y a d'autres effets du zinc aussi. On sait qu'il inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires. On sait qu'il réduit ces espèces réactives, donc ces radicaux libres, comme on vient de le voir, et les régulateurs négatifs de la voie des signalisations NF-κB. Et enfin, l'ajout de ce zinc induit une stabilisation des cellules T régulatrices. Au niveau de l'infection, on sait depuis un moment déjà que le zinc a une influence significative, notamment sur les infections virales, comme vous voyez, par divers mécanismes que je ne détaille pas. En définitive, la carence en zinc, regardez ici l'ensemble des anomalies qu'elle peut entraîner, ce que nous venons de voir. Mais exactement comme le fer, l'excès, il est mauvais. L'excès, il est mauvais, vous voyez que ça peut perturber aussi les fonctions TB, cellules T régulatrices, et ça peut même activer les macrophages. On sait aussi qu'il n'y a pas de compartiment de stockage clair du zinc comme le fer. Il n'y en a pas, donc nous dépendons exclusivement de l'apport exogène quotidien. Mais que la supplémentation de zinc, nous venons de le voir, doit toujours être adaptée aux besoins, en dehors des perturbations que nous venons de voir. Je vous ai dit que les métabolismes du zinc et du cuivre sont intimement liés, et donc elle peut donc entraîner des perturbations au niveau de l'hémostasie du cuivre. Les déficits en zinc, c'est très fréquent. C'est très fréquent, notamment dans les pays pauvres. D'après l'OMS, le tiers de la population mondiale aurait un déficit en zinc. Aux États-Unis, si nous prenons un pays riche, 15% de la population a un apport insuffisant en zinc. Et si on va vers les sujets âgés, les sujets malades, ces proportions aux États-Unis remontent à 30-35%. Et c'est la même chose, c'est surtout un défaut d'apport. C'est surtout un défaut d'apport dans le cadre d'une malnutrition ou bien dans d'exceptionnels cas, une malabsorption liée à un défaut de ces protéines de transport, l'ASI par exemple, dans le cadre d'une acrodermatitis entéropathica, mais aussi nous connaissons, nous, les autres maladies avec malabsorption, la maladie cœliaque, les maladies inflammatoires de l'intestin, une insuffisance pancréatique, etc. Toutes ces situations donc prédisposent à un déficit en zinc. Juste un petit détail sur l'acrodermatitis entéropathica. Comme vous le voyez, une mutation des gènes SLC39A4. Et le tableau, il est relativement caricatural dans cette pathologie, puisque vous avez chez un jeune nourrisson une dermatite psoriasiforme, les fesses, le périnée, autour des orifices. Deuxièmement, une alopécie. Vous allez me dire, une dermite plus une alopécie, ça fait un omen. Mais ici, ce n'est pas une érythrodermie. C'est totalement différent du syndrome d'omen. Il s'y associe une diarrhée, un ralentissement de la croissance. Et là, pour démontrer l'importance du zinc au niveau de l'immunité, ce sont ces infections, y compris opportunistes, ce qui témoigne donc de son rôle au niveau de l'immunité cellulaire.
les déficits acquis en fonction de la profondeur du déficit. Vous avez un tableau qui associe à des degrés divers une anorexie, une diarrhée. On peut voir dans le déficit relativement profond cette éruption, cette alopécie, un retard de croissance, une mauvaise cicatrisation, etc. Comment faire le diagnostic? C'est vraiment un problème parce qu'il n'y a pas de tableau clinique typique, parce que biochimiquement, on peut trouver beaucoup de difficultés. Le zinc, il n'est pas dans le sang, il est dans les tissus. Et donc, pour résoudre ce problème, il faut absolument associer en troisième lieu, outre le tableau clinique et le dosage de la zinzimie, un test thérapeutique. En fait, on peut se trouver dans cette situation-là où mon déficit est particulièrement profond, de moins de 30 microgrammes par décilitre. C'est une carence certaine, c'est le cas de l'entéropathie exudative ou des alimentations parentales. On a oublié de donner des oligoéléments pendant longtemps, ce qui quand même... Alors là, dans cette situation, oui. Dans les autres situations, notamment dans ces situations borderline, dans ce cas-là, il vaut mieux, avant de dire j'ai un déficit en zinc, d'associer le test thérapeutique. Alors je termine avec le traitement dans les carences acquises aux alentours de 1 à 3 mg par kilo par jour pendant 3 à 4 mois. Dans cette acrodermatite, il faut donner des doses un peu plus élevées et ensuite les diminuer, mais il faut les donner à vie. Alors le zinc, il se trouve dans beaucoup de solutions thérapeutiques. Il est utilisé notamment dans des infections virales. Vous avez vécu certainement l'épidémie Covid. Mais il est utilisé, par exemple, dans les diarrhées. On a démontré qu'il y a une diminution de la morbidité associée aux diarrhées, aussi des infections respiratoires basses. Diminution significative du nombre et de sévérité et de la durée des rhumes chez des enfants scolarisés par supplémentation sur une période de plusieurs mois avant tout épisode infectieux. Dans ce cas, on diminue énormément leur rhume en quelque sorte. Aux États-Unis, il a utilisé au niveau de l'épidémie H1N1. Vous connaissez aussi, dans le sida, les sidéens, ils ont un déficit en zinc. 50% de ces patients ont un déficit en zinc. Et enfin, avec l'épidémie Covid, on a démontré que la mortalité par Covid chez les patients carencés atteint 21% contre tous 5% chez les patients ayant un niveau plus élevé de zinc dans le sang. Alors pour conclure, je dirais que ces oligo-éléments sont absolument indispensables à de nombreuses fonctions de notre organisme. Certains tels que le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium sont particulièrement impliqués dans notre système immunitaire et que la carence en oligo-éléments augmente la sensibilité aux infections et à leur tour, ces infections aggravent les carences en micronutriments. Il faut y penser notamment au niveau de l'hôpital chez ces malades qui traînent une infection particulièrement. Des apports adéquats en micronutriments sont nécessaires pour que le système immunitaire fonctionne efficacement, mais la supplémentation de fer au zinc doit toujours être adaptée aux besoins, pas d'excès. Je vous remercie vivement de votre attention.